Bonjour Odile, merci de nous accueillir en ta demeure, hein. Merci aussi à Georges qui nous permet d'être chez vous. Tu as un parcours singulier, journaliste, aussi bien pour la presse écrite, la radio que pour la télévision. Tu es féministe et nomade parce que tu as vécu dans différents continents. Mais ce qui, moi, m'interpelle aujourd'hui, c'est la dimension antinucléaire. Et je voulais, dans un premier temps, te demander comment, en fait, est né cet éveil à la question du nucléaire. Oui, bonjour Philippe, je suis très émue que tu me poses cette question. J'espère que ça ne va pas être trop long. Enfin, je peux te dire que cet éveil au problème du nucléaire est venu quand je me trouvais toute jeune mariée chez ma belle-mère qui habitait une province du Canada qui s'appelle le Saskatchewan, c'est une province dans les prairies, qui a dans son territoire du Nord des mines d'uranium. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce que c'est encore d'actualité. Et moi, je parle du début des années 60. Et c'était la guerre froide. Et donc, ma belle-mère, qui était elle-même journaliste, qui vivait avec son mari, qui était journaliste et écrivain, était très au courant de l'actualité. Et on parlait souvent du bouclier antimissile que les Américains avaient installé dans le nord du Canada et le danger de guerre nucléaire. Le Canada était sur le parcours entre donc, la Russie, l'URSS et l'Amérique. Et donc, on parlait du problème nucléaire et ma belle-mère était très fâchée parce que justement les mines d'uranium de cette région-là fournissaient essentiellement les États-Unis en matière de fission. Enfin. Et elle me disait, en plus, l'exploitation rend les Indiens qui habitent par là-bas très malades. C'est la première fois que j'ai entendu parler de la maladie qui était due aux radiations. Alors moi j'étais très étonnée parce qu'elle m'a dit oui, simplement, l'exploitation minière est faite, il y a beaucoup d'eau qui sont polluées, qui sont rejetées dans la rivière. Et ces Indiens vivent essentiellement de la pêche et de la chasse. Et ils ont toutes sortes de maladies qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est là donc que j'ai pris conscience qu'il y avait un problème de ce côté-là. Et puis ensuite, bon, j'habitais à Ottawa. Et une fois, ma belle-mère nous a rendu visite. Elle m'a dit, écoute, j'aimerais que tu gardes les dents de lait des enfants quand elles tombent. Alors j'étais un peu sidérée. Elle m'a dit oui, parce qu'il y a des enquêtes épidémiologiques qui sont faites pour savoir si comment est-ce qu'on dirait, les explosions aux États-Unis de bombes à l'essai, donc les essais, c'est ça, les essais de nucléaire faits par les Américains dans le désert, un peu pas très loin du Canada finalement, si les retombées avec le vent ont touché nos enfants. Et une très bonne manière de le faire, c'est de garder et voir s'il y a du césium radioactif. Elle ne m'a pas dit ça, mais je le sais maintenant, dans les dents de lait. Donc tu nous gardes bien les dents de lait et tu me dis quel enfant c'est et à quel âge. Donc j'ai commencé un peu à garder les dents de lait de mes enfants et un jour je les lui ai données. Et je ne sais pas ce qui est arrivé à cette étude, mais ce qui est assez intéressant, c'est que après Fukushima, il y a quelques médecins qui ont demandé qu'on fasse le même effort de récolter les dents de lait des enfants. Évidemment, ce n'est pas le gouvernement japonais, je reviendrai peut-être là-dessus après. Mais enfin voilà, donc c'était mon initiation au danger des ondes radioactives et à faible dose, c'est ça. Voilà, donc là, nous avons parlé de ton initiation. Tu es ancré dans le souci des autres, hein, dans ton parcours de vie, et notamment celui des enfants.
Oui, je crois que ça a commencé beaucoup avec le souci des femmes. J'étais une bonne féministe, bien trempée. Et j'ai eu de la chance parce que, en fait, ma mère n'était pas une féministe, je dirais, consciente de l'être, mais elle a vécu la vie d'une féministe puisqu'elle elle a dû travailler très jeune à la mort de mon père. Et elle vivait une vie que je trouvais assez... je me rendais compte qu'elle était vraiment surchargée. Elle avait ce qu'on appelle maintenant la double journée. Et je trouvais ça très injuste. Et puis, donc je me suis intéressée aux femmes. Le problème des enfants est venu plus tard, quand j'en ai eu moi-même, et que j'ai vu qu'il y avait des différences tellement énormes dans l'avenir qui était proposé à des enfants ici et là, et dans le parcours que j'ai pu faire ensuite dans différents pays, on voyait tout ça. Voilà. Alors, si tu veux, nous reviendrons vers ta dimension de féministe. Je parlais des enfants parce que nous enregistrons cet entretien en mars et bientôt, il y a une date singulière, c'est le 26 avril. Oui. Qu'est-ce que cette date évoque pour toi? Cette date, pour moi, c'est une des dates les plus tragiques du siècle dernier. Je dirais que c'est l'accident nucléaire qui s'est passé à Tchernobyl le 26 avril 1986. Et ça a vraiment ressuscité à ce moment-là, suscité pour moi une conscience du danger des centrales nucléaires. Et ça s'est ajouté au fait que j'étais très consciente du danger des armements nucléaires. Jusqu'alors, j'étais très préoccupée par les possibilités de guerre nucléaire. Et donc, je faisais partie d'une association qui s'appelle Les Femmes pour la Paix, suisse donc. Et on était toujours à surveiller les budgets nationaux, etc., à intervenir avec des déclarations, aussi bien dans le cadre du Bureau international de la paix, dont le siège est à Genève, et qui lutte depuis toujours contre le fait que la guerre coûte tellement cher, entre autres. Je parle non seulement en vie, mais aussi en argent. Et ce Bureau international de la paix, je suis ce qu'ils font. Encore maintenant, je ne suis pas vraiment active là-dedans, mais je ne peux pas m'empêcher de voir ce qui se passe avec les budgets militaires. Les budgets militaires, donc, toujours pour l'armement nucléaire. L'armement nucléaire, quand il y a eu la chute de l'URSS, il y a eu une espèce de détente et il y a eu des promesses qui ont été en partie tenues de désarmement nucléaire entre les États-Unis et l'ex-URSS, la Russie donc. Et l'armement nucléaire a en principe en quantité diminué. Et puis par la même occasion, au même moment, ces pays, et d'autres peut-être aussi, ont poussé la recherche nucléaire pour faire des armes plus petites, mais encore plus puissantes, et ça continue. Donc, si tu veux, ça fait partie de ce que j'estime le mensonge politique. Mais enfin, c'est un autre sujet. Voilà. Mais pour revenir à Tchernobyl... 26 avril, oui. Tchernobyl, il se trouve que j'ai rencontré un écrivain qui a écrit un livre qui m'a confirmé dans toutes mes appréhensions sur la manière dont l'accident était arrivé et avait été géré surtout, et puis sur les conséquences actuelles encore de cet accident. Et c'est là où tu me parlais de mon intérêt pour les enfants, parce que nous nous sommes rencontrés dans une action que je fais avec un groupe qui est à la fois à cheval sur Genève et sur la France, qui s'occupe de la santé des enfants qui vivent dans les régions qui ont été contaminées autour de Tchernobyl.
Et puis maintenant, il y a le volet Fukushima qui, lui, est différent, mais on en parlera peut-être après. Si, puisque tu évoques d'autres rencontres, j'ai quelque chose dans ma poche qui va Oui. dire quelque chose. Ah voilà, oui, oui, oui. Ça, c'est la pomme, c'est le symbole du travail qu'on fait pour justement aider les enfants dans la Biélorussie. Tchernobyl se trouve, la centrale qui a sauté se trouve en Ukraine, mais juste à la frontière avec la Biélorussie. Et le nuage, il y a eu du vent, le nuage a commencé par aller très fort du côté de la Biélorussie. C'est là qu'il y a eu les retombées les plus terribles, et 30% du territoire de la Biélorussie est radioactif, encore maintenant. Et puis ensuite, le nuage, je pense que certains l'ont vu, il a fait une espèce de boucle, il est descendu à travers il est parti vers la Scandinavie, puis il est redescendu, il est passé vers la Pologne, il est redescendu plus bas et il a été jusqu'au nord de l'Italie. Il a couvert la Corse et il est remonté sur le sud-est de la France et il a continué ensuite sur l'Atlantique, etc. Et donc, si tu veux, tous ces pays-là ont été irradiés. Mais le pire, c'est donc la Biélorussie. Alors au début, le gouvernement du RSS, c'était encore l'URSS, n'a rien dit du tout sur l'accident. Et ce sont les Suédois qui ont vu que leurs sismographes et autres compteurs montraient une radioactivité accrue, etc. Et bon, les Russes, les Soviétiques ont admis qu'il y avait un accident et en fait que c'était relativement grave. Et cette explosion a entraîné un incendie qui a duré une semaine. Et pour essayer de l'arrêter, Gorbatchev et plutôt les techniciens du nucléaire avaient besoin d'énormément de personnel et ils ont fait appel à l'armée et aux conscrits. Et ils ont envoyé, pour essayer d'éteindre l'incendie, avec du sable, avec différentes choses, ils ont envoyé des jeunes. Et comme ils pouvaient rester à peu près 5 secondes ou 6 secondes, il fallait qu'ils s'en aillent, il fallait un nombre fou. Et finalement, l'incendie a été arrêté au bout d'une semaine et 800 000 jeunes, surtout des jeunes, ont été irradiés. Et maintenant, ces gens-là, ils en font ceux qui survivent, parce que la plupart ont des problèmes de santé. Beaucoup sont déjà morts de cancer, de différentes choses. Et ces gens-là, ils sont un peu abandonnés, mais nous travaillons donc dans les groupes antinucléaires dont je fais partie. On les connaît et il y en a même un qui va venir faire une tournée en France et en Europe pour autour du 26 avril, la date où donc, il y aura ces commémorations des 30 ans de Tchernobyl. Voilà. Maintenant, si on revient à la pomme que tu avais si bien montrée, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est que j'ai rencontré donc cet écrivain qui s'appelle Vladimir Tchertkov, qui est aussi cinéaste. Et peu après, avec un nom comme Tchertkov, on voit qu'il est d'origine russe et il connaît le russe. Et il travaillait pour la radio-télévision suisse italienne. Et il a été envoyé faire un reportage sur ce qui se passait autour de Tchernobyl. Et ça a transformé sa vie. Quand il a vu ce qui se passait, il a recueilli beaucoup de témoignages et finalement il a écrit un gros bouquin. Il a mis 10 ans à l'écrire en fait. Il continuait évidemment sa profession de reporter à la télévision suisse italienne. Et il a fait des films aussi que je pourrais te montrer si on a le temps. Et il a écrit un gros livre qu'il a appelé Le crime de Tchernobyl. Et j'ai lu ça. Et puis, quand on l'a rencontré, il m'a dit « Oui, moi je travaille beaucoup avec une association en France qui s'appelle Enfants de Tchernobyl Bélarus, et qui est donc celle avec laquelle je travaille maintenant quand je suis en France. » Maintenant,
je travaille, j'ai aussi un volet suisse, donc à Genève, nous avons créé une association qui est le petite sœur, si on peut, de cet enfant de Tchernobyl, Bélarus, qui s'appelle Soigner les enfants de Tchernobyl. Donc la pomme, pour moi, c'est d'un côté de la frontière et de l'autre. Et quand tu nous as vus vendre des pommes, c'était sous le chapeau, comme on est en France, de enfants Tchernobyl, Bélarus. Et il s'est trouvé que l'ingénieur nucléaire, un des chefs de toute l'industrie nucléaire en URSS à l'époque, et il est le premier à avoir volé au-dessus de l'accident de Tchernobyl en hélicoptère. Il y avait tellement de radioactivité qu'ils n'ont pas pu prendre de photos, ça ne marchait pas, etc. Et ensuite, il s'est rendu compte que le nucléaire était vraiment quelque chose d'épouvantable. Il s'était jamais avant, il n'avait pas imaginé que ça puisse faire autant de dégâts et toucher autant de populations. Et il avait, avec d'autres Russes, Kasparov, et ils ont décidé qu'il fallait faire quelque chose pour la santé des enfants, parce que en fait, les radionucléides, qui sont donc d'une force absolument incroyable pour s'infiltrer à travers presque tout. Enfin, il faut du plomb pour les retenir. C'est à peu près tout ce qui retient les rayons ionisants. Les enfants ont un métabolisme qui est très fragile dans la mesure où les cellules, parce qu'ils grandissent, sont en perpétuel changement et elles se dédoublent, etc. Et elles n'ont pas de résistance aux envahisseurs aussi fortes que les adultes qui, eux, ont des cellules qui ont le temps de se durcir un peu, la membrane, entre autres, etc. Donc, les enfants sont hypersensibles à ces radiations. Et autour de Tchernobyl, déjà un an après, on voyait les effets sur les enfants. Et donc, 4 ans après, en 1990, ce professeur et puis d'autres ont décidé de fonder un institut qui s'occuperait particulièrement des enfants. Et ils l'ont appelé l'Institut Belrad, ce qui veut dire Bélarus Radiation. Et ils ont décidé qu'ils feraient de la radioprotection, c'est-à-dire qu'ils essayeraient d'aider les enfants à aller mieux. Alors, comment faire? D'abord, il faut savoir quels sont les enfants qui sont les plus irradiés pour soigner en priorité ceux qui risquent beaucoup. Et cet institut a mis au point une espèce de fauteuil qui permet, quand on s'assied dedans, de mesurer la radioactivité interne des corps des gens qui sont assis. En fait, il mesure le césium, qui est un des radionucléides qui se fixe, le césium se fixe dans les muscles. Et ensuite, selon que les enfants ont une dose vraiment très grande ou un peu moyenne, les enfants résistent différemment aussi aux radionucléides. Chaque individu est différent. Et bon, pour les traiter, cet institut a mis au point une cure de pectine de pomme. C'est pour ça que la pomme est le symbole. Et avec ce traitement, qui doit être répété pendant 3 mois, 3 fois par an ou 4 fois par an si c'est possible, on leur donne des pilules de pectine de pomme avec quelques vitamines dedans, et ils éliminent une partie de la radioactivité qui part dans leur sel et leur urine. Alors voilà, donc ce traitement coûte cher, et la plupart des familles qui habitent dans ces régions fortement irradiées, mais en dessous des doses normalement supposées être dangereuses par la communauté internationale, on peut revenir là-dessus si tu veux. Donc ces gens-là n'ont aucun moyen d'aller vivre ailleurs. Bon, je devrais dire que l'URSS, quand il y a eu l'accident de Tchernobyl, a fait une évacuation de masse des gens dans la zone, dans les 20 km tout autour, et même 30 km, et ils ont envoyé ces gens
assez loin, il y a une ville entière recréée avec ces réfugiés donc, du nucléaire. Ça a résolu certains problèmes, mais justement dans les zones un petit peu plus lointaines, il ne s'est rien passé. Les gens sont restés là. Et c'était des régions de petits paysans, des villages pas très riches. Et donc c'est ces gens-là que cet institut en grande partie soigne. Bon, l'institut est situé à Minsk, qui est la capitale, et il soigne des enfants. Donc ils vont avec un petit bus, une sorte de plutôt une grosse camionnette, je dirais, et avec leur fauteuil et aussi d'autres appareils qu'ils ont mis au point qui servent à mesurer la radioactivité des aliments. Et ils vont dans les villages, ils sont reçus souvent par les instituteurs ou par maintenant les POP, et ils mesurent systématiquement la radioactivité des enfants. Et ce qu'ils font aussi, qui est très intéressant, c'est qu'ils notent toutes les mesures qu'ils prennent et l'endroit où ils le font. Et ils ont pu aussi faire une carte de la radioactivité de toutes ces régions de Biélorussie où ils travaillent. Et ça, c'est quelque chose que le gouvernement n'a pas fait. Et pour des études sur les effets de la radioactivité, ce sont des mesures qui ont une valeur vraiment énorme. Mais le problème, c'est que cet institut est trop pauvre pour faire ce genre d'études. Donc, j'espère toujours qu'il n'y aura pas un incendie provoqué qui va faire disparaître toutes ces mesures. Parce qu'évidemment, la Biélorussie est un pays qui a depuis, je crois, 1990, un dictateur qui est vraiment un des pires avec la Corée du Nord pour opprimer ses citoyens. Et entre autres, il a décidé, avec sans doute d'autres de son entourage, que la radioactivité, c'était une vieille histoire 30 ans après, et que la Biélorussie est un pays où on peut habiter, qui est parfait, et donc on ne doit pas soigner les enfants puisqu'ils ne peuvent pas être malades. Et l'explication qu'il donne, et que donnent aussi donc, les autorités internationales qui contrôlent la radioactivité, l'explication qui est entre autres donnée, c'est que les dangers, la mauvaise santé des enfants tient en grande partie à l'alcoolisme des parents, à la mauvaise nourriture parce qu'ils sont assez pauvres, etc. Mais qu'en fait, la radioactivité est maintenant supportable dans ces régions. Alors, que faire? Donc, il y a plusieurs associations dans différents pays, il y en a en Allemagne, il y en a en Angleterre, il y en a en Italie, il y en a en Espagne, qui financent cet institut parce qu'il n'a plus du tout d'allocation, de subvention du gouvernement. Et pour faire cela, on trouve différentes solutions. Chaque association dans différents pays a ses petits trucs. Je sais que l'association Enfants Tchernobyl-Bélarus, dont je suis membre, par exemple, il y a une femme qui chante et qui vend des disques au profit. Il y a des films qui sont faits à Tchernobyl même. Il y a des dîners qui sont organisés. Et nous aimons l'idée de vendre les pommes qui symbolisent donc la pectine de pomme. C'est pour ça qu'on fait des ventes à l'automne. On en fait à Ferney-Voltaire. J'espère pouvoir en faire ailleurs. Je n'ai pas vraiment cherché par ici parce que je ne suis pas dans la région depuis si longtemps. Et puis, il faut donc demander l'autorisation. Il faut avoir, si possible, un marché où le stand soit gratuit. Autrement, on ne gagne pas grand-chose s'il faut payer. Et puis, on en vend à Genève aussi, dans différents endroits. On a essayé aussi, on a fait des vides-greniers. Mais c'est énormément de travail pour, en général, un résultat financier qui est pas énorme.
Et mon mari me dit, tu te casses le dos et finalement, c'est pas grand-chose à la fin de la journée. Alors, c'est une manière de voir les choses. Une autre manière de voir les choses, c'est que si on rencontre des gens, on peut leur expliquer pourquoi on fait ça, et comme il y a des radiations, comme c'est dangereux, etc. Ça marche beaucoup mieux avec les pommes qu'avec le vide-grenier, où les gens sont surtout venus pour faire une bonne affaire ou un petit cadeau, etc. Ils ne sont pas tellement intéressés de savoir où va l'argent que nous récoltons. Voilà ce que je peux dire sur le travail qui se fait à Belgrade, cet institut donc, qui est à Minsk. Je pourrais parler des heures sur le sujet. Odile, nous avons évoqué donc, ton action de conscientisation, ton implication dans l'aide aux victimes. Mais ce qui compte pour toi aussi, c'est le souci de transparence. Tu es peut-être ce qu'on appelle un whistleblower. Est-ce que cette expression te convient? Je ne comprends pas l'expression. Whistleblower. Ah oui, non, je ne peux pas dire que je sois un whistleblower. Comment est-ce qu'on dit ça? Un lanceur d'alerte en français. Ouais. Voilà. Non, pas du tout. En fait, je monte dans un train qui est déjà un peu en marche. Mais bon, c'est sûr que la société civile a besoin de se bouger. Et on a besoin de se serrer comment est-ce qu'on dit, enfin de s'entraider beaucoup. Mm-hmm. Et quand on est à la retraite, on a le temps de faire ce genre de choses. C'est pour ça que j'estime que, par exemple, mes enfants qui sont dans la cinquantaine, n'ont pas le temps de faire grand-chose de ce genre. Ils sont tellement occupés par leur vie professionnelle, leurs enfants, le souci de se loger, le souci de ceci, y compris le souci d'avoir des vacances socialement reconnues, etc. Donc mes enfants, par exemple, je crois qu'ils s'intéressent un peu à ce que je fais, mais ce n'est pas à eux que je vais demander de venir m'aider, voilà, ou aider nos associations. Donc on se retrouve en général avec des personnes plutôt d'un certain âge et quelques jeunes qui sont, à mon avis, assez l'exception. Et la transparence dont tu parles, c'est un souci. Transparence d'abord et éviter les mensonges d'un autre côté. Par exemple, en ce qui concerne le nucléaire, on peut dire qu'il y a un mensonge absolument incroyable qui a été organisé petit à petit, en fait, surtout en France, pour que le nucléaire reste présenté comme il l'a été au début, comme une énergie propre, une énergie d'avenir, une énergie inépuisable, etc. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est une énergie qui est sale et dangereuse et qui est chère en plus. Alors, il y a ceux qui disent que l'énergie nucléaire, les centrales ont été créées pour fabriquer du plutonium qui est la base des bombes. C'est peut-être vrai. Moi, je me sens pas capable de décider si c'est vraiment ça. Mais ça a été lancé, évidemment, par les États-Unis à une époque où c'était encore juste la fin de la guerre froide, en fait dans la guerre froide, et fabriquer du plutonium. Bon, mais revenons donc à la transparence. En France, il n'y a pas eu de transparence, il n'y a pas eu de décision qui a été prise par les gens, c'est le peuple, pour savoir s'ils aimaient ce genre d'énergie. Enfin, c'est une question idiote en fait, parce que c'est une énergie qui est tellement difficile à comprendre que c'est pas une question qu'on peut demander aux gens de comprendre, mais on peut leur demander maintenant, après les accidents qu'il y a eu, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre ces risques? Et la réponse, en tout cas au Japon par exemple, était à 80% non. En France, j'ai vu, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'était aussi à peu près 70% des gens qui n'ont pas envie de continuer avec le nucléaire. N'empêche que le gouvernement continue
a encouragé, il aimerait la construction de centrales nucléaires, soi-disant de 4e génération, dont on n'est même pas sûr qu'elles vont marcher et qui coûtent une fortune. Ça, je pense que tu es peut-être au courant, mais enfin peut-être pas qu'il y en a une que la France essaye de construire en Finlande. Elle a déjà pris 5 ans de retard par rapport à ce qui était prévu. Et le Français moyen, dans ses impôts, paye ce genre de retard. Et il y en a une autre qui est en train d'être construite à Flamanville, donc du côté du Cotentin. Et il y a déjà 2-3 ans de retard et le coût de construction a déjà augmenté énormément. Et il va y avoir une grande manifestation là autour par les gens qui n'en veulent pas. Mais le gouvernement continue à fond et je ne veux pas. Par exemple, je ne sais pas si j'avais pas envie de parler politique, mais enfin, notre ministre de l'Environnement se contredit. Elle dit d'un autre côté qu'elle va fermer les centrales, ensuite elle dit que non. Enfin, je veux dire, c'est aberrant. On vit dans un manque de transparence, d'abord sur les effets des petites doses de radioactivité, et ensuite sur un manque de droiture dans la politique qui est effrayant. Mais je voudrais revenir sur l'effet des petites doses, puisque tu veux savoir. Alors, il y a de nombreuses années que j'ai rencontré une femme remarquable qui s'appelait Sœur Rosalie Bertel. Sœur Rosalie Bertel était une nonne au Canada qui était diplômée de l'énergie nucléaire, qui faisait des recherches autour de l'énergie nucléaire. Et elle avait fait une étude dans les années 60, si je ne me trompe, les toutes premières centrales nucléaires près de Chicago. Et elle avait observé la mortalité des nouveau-nés dans une clinique d'accouchement clinique. Et elle a fait ses études sur plusieurs mois, et même peut-être plusieurs années, je ne me rappelle pas. Et elle a conclu que quand le vent soufflait dans la direction qui allait de la centrale nucléaire et qui passait donc sur l'hôpital, il y avait un taux très élevé de décès de nouveau-nés de pneumonie foudroyante. Et quand le vent ne soufflait pas de ce côté-là, quand le vent qui soufflait loin de l'hôpital, les enfants avaient un taux normal pour le reste du pays, de quelques décès de pneumonie foudroyante. Et ça s'est su, moi j'ai appris ça très tôt. Et donc là, il ne s'agissait pas d'accident nucléaire, il s'agissait du fonctionnement normal de la centrale nucléaire qui était à quelques kilomètres de cet hôpital. Et je crois que c'était il y a 7 ou 8 ans, en Allemagne, il y a eu une étude qui a été faite systématiquement autour de toutes les centrales nucléaires par des médecins, une étude épidémiologique, qui ont étudié dans un rayon de 5 km autour des centrales les cas de leucémie infantile d'enfants de moins de 5 ans. Et ils ont fait cette étude, et l'étude est sortie, et les taux de leucémie sont bien supérieurs à ceux des taux de leucémie pour le reste de l'Allemagne. Donc on sait très bien que les centrales rejettent tous les jours des petites doses de radionucléides qui empoisonnent les alentours et surtout, justement, les enfants qui sont très sensibles. Et c'est quelque chose qui est connu. Et la France a fait 1 ou 2 de ces études. Je ne peux pas te les citer maintenant, mais les résultats ont été décriés par les autorités gouvernementales et les autorités internationales. La raison, c'est toujours « Ah, mais ces études ne sont pas vraiment faites selon les critères que des études d'épidémiologie qui doivent être comme ci, comme ci, comme ci, comme ci et comme ça. » Et donc, on sait ces choses-là et on sait aussi que lorsqu'il y a l'arrêt de la centrale pour la maintenance, il y a des doses radioactives beaucoup plus élevées qui sont envoyées. Et on sait qu'une dose sur une femme enceinte
peut faire qu'un fœtus va être très endommagé. On sait ça. Et quand on voit les résultats de ce que disent les autorités sanitaires, y compris donc l'Organisation mondiale de la santé, on ne parle pas de ces choses-là. Et il y a donc l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, vient de sortir un rapport sur Fukushima. Et ce qui ressort de ce rapport, c'est que très très peu de danger qu'il y ait quoi que ce soit comme suite, endommageant la santé des gens autour de la centrale de Fukushima et dans le reste du Japon. C'est un rapport lénifiant qui est totalement contraire à ce que nous apprenons de médecins qu'on connaît là-bas. Et le mensonge est mais absolument gigantesque. Et alors que faire? C'est ça le problème. Que faire devant ces mensonges? Alors d'abord, par exemple, entre les Japonais s'intéressaient déjà aux problèmes de santé autour de Tchernobyl, parce qu'ils avaient été donc tellement traumatisés par la bombe atomique, les deux bombes qui ont été lancées sur Hiroshima et sur Nagasaki, qu'il y avait toujours des gens, là, des médecins qui étaient intéressés de savoir ce qui se passait autour de Tchernobyl et qui ont même aidé aussi l'Institut Belrad, que nous soutenons. Et alors, quand Fukushima est arrivé, le directeur de cet Institut Belrad est parti tout de suite au Japon à l'invitation de médecins là-bas et leur a montré comment, leur a apporté même des appareils pour mesurer la nourriture, pour vérifier qu'elle est consommable, etc. Et donc il y a cette entraide entre les pays, parmi des scientifiques qui sont de très haut niveau. Et comment faire pour arrêter le mensonge? Je pense que tu nous as vus, il y a tout un groupe qui s'appelle, un collectif qui s'appelle Indépendance pour l'OMS Santé et Nucléaire, qui a organisé depuis 9 ans maintenant, ou presque, il y aura 9 ans le 26 avril prochain, une vigile ou vigie ou veille devant l'OMS tous les jours ouvrables. Je crois que tu as été les filmer même. C'est une résistance à long terme, c'est un témoignage que j'admire beaucoup. Et ce groupe, donc ce collectif, a aussi décidé de faire le travail que l'OMS, que l'Organisation mondiale de la santé, n'a pas fait, justement, c'est d'étudier vraiment ce que disent des scientifiques indépendants sur les effets des radiations, des petites doses, donc, sur la santé des gens. Et donc, il y a 4 ans, nous avons organisé un forum spécial, je crois que les bouquins sont là, je pourrais te les montrer, sur les effets des radiations sur la santé. Et nous avons fait venir des professeurs de différents pays, y compris d'Ukraine et des États-Unis, de France. Par exemple, en France, nous avons fait venir une femme qui est médecin, dont le père était donc pédiatre et médecin généraliste en Corse. Et peu après Tchernobyl, 1 an, 2 ans, 3 ans après, il s'est commencé à être surpris par le nombre d'enfants qui avaient des problèmes de thyroïde qui venaient donc, que leurs parents amenaient en consultation. Et donc il a cherché un peu sans doute sur Internet, il a trouvé que cancer de thyroïde, radiation, etc. Et il a décidé finalement qu'il fallait qu'il en sache davantage. Il a contacté d'autres pédiatres en Corse et il a fait sa propre petite étude épidémiologique en quelque sorte. Et quand il a voulu publier ses résultats, et qu'il les a publiés,
le gouvernement français, les autorités lui ont dit « Ah oui, mais ça c'est simplement parce que vous avez de meilleures méthodes maintenant de dépister les cancers de la thyroïde, mais non, c'est impossible, les doses qui ont passé sur la Corse sont beaucoup trop faibles pour avoir le moindre effet sur la santé des enfants. » Et comme il était sûr de ce qu'il avait trouvé, il a pu obtenir du Parlement corse, qui est un petit peu subversif, je pense, dans certains moments, que le Parlement corse décide de se payer sa propre enquête et de faire ça, en fait, par un institut italien, pour qu'aucun institut français n'aurait sans doute accepté de le faire, parce que, bon, ça c'est aussi un manque de transparence. Et donc, cette étude a été faite par un institut italien. Les résultats ont été corroborés. Il se trouvait que la Corse avait un registre des cancers, ce qui était, c'était absolument évident. Ça ne pouvait pas être contesté par les autorités du gouvernement. Et les Italiens sont arrivés à la même conclusion. À partir d'un an après l'accident de Tchernobyl, le nombre de cancers de la thyroïde a augmenté en flèche en Corse. Voilà. Et cette étude a été aussi contestée par le gouvernement français, les autorités donc sanitaires françaises. Voilà. Et en France, moi je regardais l'année dernière, je crois, je regardais justement les registres des cancers en France. Alors c'est assez spécial parce que c'est départemental, mais tous les cancers ne sont pas enregistrés dans chaque département. Donc un département aura un registre des cancers de la thyroïde, un autre aura les cancers du sein, etc. Donc finalement, on n'arrive pas à faire une statistique nationale qui soit bien faite. Ce qui empêche les études épidémiologiques au niveau national. Enfin voilà, ça c'est le manque de transparence ou le manque de volonté de savoir vraiment ce qui se passe. Voilà, est-ce que j'aurais trop répondu à ta question? Oui, je pense que tu as répondu. Alors en fait, nous allons aller tout doucement vers la fin de l'entretien. En entame d'entretien, tu as évoqué et moi-même, j'ai évoqué donc ce côté féministe, qui en fait est né en fait de l'observation de ton quotidien et du fait que tu voulais alléger les souffrances de ta maman. En quoi est-ce que le fait d'être féministe a pu t'influencer dans ta démarche antinucléaire? Alors là, c'est une question compliquée, mais je pense qu'en fait, quand je dis compliqué, je souffre toujours beaucoup de voir à quel point les faibles, et beaucoup de femmes n'aimeraient pas que je les appelle faibles, mais politiquement, les femmes sont encore en minorité. Il y a une espèce de faiblesse de la représentation des femmes en politique. Et je pense que là, les femmes, la faiblesse des femmes et justement le manque de transparence, la faiblesse des victimes du nucléaire. Ce sont des gens qui ne sont pas reconnus, dont les droits ne sont pas reconnus. Et je pense que c'est là, mais ce n'est pas une très bonne réponse que je te donne. Pourquoi est-ce que j'ai posé cette question? Parce que la femme porte la vie. Oui. Est-ce que ceci fait d'elle, lui donne un certain avantage à être beaucoup plus consciente de certains dangers liés aux atteintes à la vie? Alors là, il y a féminisme et féminisme. Moi, je n'ai jamais vraiment marché dans le fait de la spécificité des femmes face aux atrocités de ceci, de cela. Je pense que les hommes sont tout à fait capables d'être aussi sensibles. Et je pense je crois qu'un père peut voir la souffrance de ses enfants, etc. Simplement, le système social dans lequel on vit ne donne pas souvent aux hommes autant d'occasions d'être conscients des problèmes qui se passent autour d'eux. Ils sont beaucoup plus obsédés par faire vivre la famille, trouver de l'argent, etc. Le pouvoir aussi peut-être. Mais je pense que, si tu veux, la spécificité des femmes
Et la souffrance des enfants, peut-être oui. Là, peut-être que je te suis. Georges t'accompagne beaucoup dans ton combat. Il voulait garder des distances parce que lui, il a aussi, pendant sa vie, à s'occuper beaucoup de la souffrance de beaucoup de gens, puisqu'il travaillait pour s'occuper de réfugiés. Et je pense qu'il n'avait pas envie d'en rajouter encore dans la vie, enfin, en dehors de sa vie professionnelle. Et puis après, petit à petit, quand il a rencontré des gens absolument remarquables, il nous soutient. Nous avons parlé donc des effets de Tchernobyl. Il y a une autre cause en fait qu'on ne pourrait pas, que je pourrais pas éviter d'évoquer avant de clore l'entretien, c'est la question des déchets nucléaires et surtout dans certains pays, en Afrique notamment, au Niger. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, alors le Niger, c'est encore un scandale et un manque de transparence. Le Niger était l'endroit où l'industrie nucléaire française trouvait de l'uranium à très bon marché, parce qu'il y avait eu des accords dans le cadre de la France-Afrique qui donnaient un tarif très préférentiel aux Français pour s'approvisionner d'uranium. Et comme c'était fait dans une région assez désertique, ça s'appelle Arlit et par là, les précautions, etc., qu'on aurait peut-être prises sur notre continent n'ont pas été prises. Le lavage du minerai était fait, après l'eau, où est-ce qu'elle allait, etc. Ensuite, il y a des processus de raffinage du minerai avec des produits chimiques aussi, etc. Et puis ensuite, il y a des déchets. Il y a des déchets donc qui sont de la terre qui est abîmée et qui est polluée en fait. Et ça reste à l'air. Donc les gens qui habitent par là, quand le vent souffle, etc., ils en prennent plein la figure, ils le respirent, etc. Et puis il y avait aussi un scandale des déchets même des déchets métalliques qui sont faits des boîtes, des poutres, des tonneaux qui ont contenu du matériau nucléaire qui étaient vendus, paraît-il. Et qu'un institut français auquel je dois mentionner, qui est vraiment remarquable, qui s'appelle la CRIRAD, qui observe les doses qui passent à droite et à gauche partout et qui sont devenus vraiment des spécialistes presque à l'échelon mondial, sont allés par là-bas, du côté d'Arlit. Et ils ont trouvé sur les marchés des objets, les marchés de ferraille, des objets qui étaient faits à partir de ces tonneaux, etc., qui étaient hautement radioactifs et que la population pouvait donc acheter et pouvait en faire ce qu'ils voulaient, justement des casseroles, des poutres pour leur maison, etc. Et c'est sorti dans la presse et finalement Areva et Kojima, qui sont des ancêtres, qui étaient l'exploitant français de ces mines, a dû prendre quelques mesures pour que soi-disant les ferrailles ne soient plus vendues. Mais j'ai beaucoup de doutes quant au fait que c'est vraiment très bien observé, parce que je crois qu'il n'y a rien qui montre que c'est radioactif, à moins d'avoir un appareil, un compteur. Et si ces choses disparaissent, c'est le cas à Tchernobyl. À Tchernobyl, il y a encore du trafic d'objets métalliques irradiés 30 ans après. Dans les zones qui ont été donc fermées, il y a des choses qui disparaissent. Et donc, je pense qu'au Niger, ça doit être un peu la même chose. Donc, je crois que c'est vraiment un des scandales. Et toutes ces terres radioactives qui a été donc le minerai qui est sorti. Je ne me demande pas le processus, mais c'est assez compliqué. Il y a plusieurs étapes avec des produits chimiques et beaucoup d'eau. Tout ça, ça traîne. Et rien que, par exemple, en France, il y a eu des mines d'uranium en France, surtout dans le Massif central. Elles ont vite été épuisées.
Et on trouve encore des déchets radioactifs qui sont employés maintenant. Il y a encore des scandales de ce côté-là. Un terrain de foot qui a été damé avec de la terre qui est mélangée à de la radioactivité, ça se trouve encore. Donc ces déchets. Mais ça, c'est des déchets d'extraction des mines. Maintenant, les déchets qui sortent des usines, ça, c'est le cauchemar pour des siècles, simplement. Parce que la radioactivité, enfin le plutonium, je crois que la demi-vie, c'est-à-dire que la dose radioactive diminue petit à petit, elle est moitié moins forte, c'est ce qu'on appelle la demi-vie. Pour le plutonium, c'est 24 000 ans. Et il y a du plutonium dans le MOX, qui est un des carburants qu'on met dans les centrales nucléaires. Ensuite, quand les barres sont à peu près plus très productives, on met ça dans des piscines, il faut les refroidir pendant très très longtemps parce que c'est tellement chaud. Et ensuite, on ne sait pas où les mettre. Alors, il y a des machines pour en faire des morceaux plus petits, on met ça finalement. Enfin, il y a des déchets hautement radioactifs, moyennement radioactifs et faiblement radioactifs. Et aucun pays n'a encore trouvé de solution. Qu'en faire? Parce que ça va durer tellement longtemps. Et l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne avait trouvé une solution. Je ne suis pas très forte pour les noms, mais je vois très bien, c'était des mines de sel abandonnées. Soi-disant, ces mines étaient très profondes et que là, le sel n'allait pas bouger, donc c'était très stable autour, il y avait de l'argile, enfin, c'était vraiment l'endroit idéal. Ça, je crois que c'était il y a à peu près une vingtaine d'années. Ils ont mis ces fameux tonneaux, il y a le signe radioactif avec des déchets, ils les ont empilés. Eh bien, il se trouve que quelques années après, le matériau reste chaud. Et ça a donc abîmé le métal, et ça a fait une espèce de magma, et personne ne peut plus entrer dans ces mines, c'est tellement dangereux. Donc c'est épouvantable. Et alors le grand danger, c'est que finalement tout ça filtre quand même quelque part et que ça se retrouve dans les nappes phréatiques. Voilà. Et alors en France, pour le moment, on stocke les barres, enfin le matériau hautement radioactif, on le stocke autour des centrales. Alors s'il y avait un accident, ça serait encore pire. Parce qu'il y a encore tout ça qui pourrait être dangereux. Et on vit avec ça près de chez nous, enfin à Crémalville. C'est pas fini, Crémalville. Ça a été arrêté c'était en 89, je crois, ou 90, donc ça fait déjà 16-17 ans. Mais il faut encore refroidir tout ça, parce que c'est toujours dangereux. Et voilà. Mais bon, alors il y a de quoi faire, il y a de quoi engager beaucoup de monde pour essayer de lutter. Et donc, je reviens à ce qu'a fait ce collectif qui est composé qui est surtout de Français, parce qu'ils en ont gros sur le cœur, puisqu'en France, c'est encore un sujet vraiment presque tabou. Ces forums sur les effets des petites doses sur la santé, essentiellement des cancers, des problèmes cardiaques, des problèmes de reins, parce que les radionucléides vont partout, et ça dépend lesquels elles vont. Le césium, par exemple, le corps le prend pour ses muscles. Et puis il y a du strontium, par exemple, là, ça imite beaucoup le calcium, et le corps le met dans ses os, et ça fait donc des cancers des os. Et puis il y a à Tchernobyl, les enfants de 10 ans ont des cataractes, par exemple, parce que la poussière radioactive, quand l'été il fait sec et qu'il y a un peu de vent, va dans leurs yeux. Et puis les familles brûlent du bois. Et le bois est radioactif parce qu'il y a un cycle qui fait que la radioactivité monte dans les feuilles, ça retombe, ça pousse, etc. Et donc l'air de la maison, l'hiver, est radioactif. En plus du lait radioactif, parce que les vaches mangent de l'herbe radioactive, des champignons radioactifs, je peux te le dire, etc. Donc, c'est toujours là, 30 ans après. Alors, pour te montrer le mensonge et
Et, par exemple, l'OMS, avec les autorités internationales, s'est fixé une étude qu'elle fait partout. C'est les cancers de la thyroïde, justement. Alors, ces cancers de la thyroïde ont une particularité, c'est que la thyroïde est très sensible à l'iode. Et donc, quand il y a un accident nucléaire ou des rejets nucléaires autour des centrales, l'iode radioactif va aller se fixer dans la thyroïde. Mais l'iode radioactif, il a une demi-vie de 8 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 8 jours, il y en a la moitié moins, et puis au bout de 16 jours, de 14 jours, mettons, il n'y en a qu'un quart, et puis au bout d'un mois, il y en a un, etc. Donc au bout de 6 mois, il n'y en a plus, pratiquement. Donc c'est très bien d'étudier ce cancer-là, parce qu'on sait qu'il n'y en aura pas beaucoup. Ça mettra peut-être 4 ans à sortir chez les enfants. Les enfants, ça va plus vite, 2 ans, 3 ans, ça commence beaucoup autour de Fukushima. Il y en a évidemment beaucoup autour de Tchernobyl, mais il y en a moins maintenant, parce qu'il n'y a plus l'iode radioactif. Et donc c'est très, très utile d'étudier ça, parce que c'est un problème qui se termine relativement rapidement. Et c'est l'étude qui est faite autour de Fukushima maintenant, la grande étude que soutient l'OMS, etc. Et l'université de Fukushima, c'est les cancers de la thyroïde des enfants. Et il y en a déjà beaucoup. Et le dernier rapport de l'OMS dit « Ah mais non, il n'y en a pas beaucoup ». Parce que je ne sais pas comment ils manipulent leurs statistiques, mais ils disent que l'augmentation n'est presque pas notable. Or, les médecins avec qui on travaille disent que c'est absolument invraisemblable. 135 alors que l'OMS dit 30 cas, etc. Voilà. Donc, mensonge. Voilà. Et que faire? Alors, publier. Alors, la deuxième étude que nous avions faite donc, dans ce collectif donc, santé et nucléaire, c'est une étude sur les effets génétiques. Alors ça, c'est une autre bombe, parce que c'est une bombe sur les générations. Et nous avons fait venir des médecins, des spécialistes sur donc, les effets génétiques sur les êtres humains, mais surtout sur les animaux et même les plantes. Parce qu'évidemment, génétiquement, pour étudier les effets de la radiation sur les gènes des hommes, après Tchernobyl, ça a 30 ans. On est en train de voir la deuxième génération. Mais sur les animaux, il y a eu des études faites par des spécialistes que nous avons fait venir, sur les souris, par exemple, qui se reproduisent même 3 fois par an. Donc on arrive à 30 générations assez vite. Et alors on voit que les modifications, quand elles mangent radioactif, les modifications sont en quelque sorte erratiques. Et donc les gènes sont modifiés, ça peut donner des souris à 2 têtes, des souris avec des oreilles bizarres, enfin tout ce que tu peux imaginer. On voit des photos, il y en a dans ces bouquins. Et il y a aussi une chose qu'on est en train de découvrir, que moi je ne connaissais pas, mais qui est en train vraiment d'être découverte grâce aux instruments beaucoup plus performants qu'on a maintenant pour regarder les cellules, et les atomes et les génomes, etc. C'est que c'est non seulement le gène qui est modifié, mais peut-être d'autres choses de la cellule. Et pour le moment, on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche mal, et ça peut sauter des générations. Donc c'est une bombe, ça. Et que faire? Eh bien, la seule chose à faire, c'est d'arrêter tout de suite de produire tous ces produits, de produire ce matériau radioactif qui est du poison, quoi, et du poison pour de nombreuses générations. Et dans la dernière étude que nous avons faite, si tu regardes le bouquin, il y a même écrit, c'est une japonaise qui a décidé de faire une étude sur les papillons après Fukushima. Elle a choisi les papillons, un papillon très commun et qui se reproduit très vite.
Et elle a été les ramasser autour de Fukushima, elle en a ramassé beaucoup. Mais elle étudie dans l'île du sud du Japon, qui est très éloignée de Fukushima, l'université, le nom de l'université, mais c'est dans l'île de Hokkaido. Et cette Chiho, nous l'avons rencontrée, elle est venue à ce forum sur des générations de papillons. Elle a fait une étude épidémiologique qui ne peut pas être contestée parce qu'elle avait d'un côté des papillons sains et d'un autre côté des papillons sains, et elle a nourri certains avec des feuilles radioactives. Ils mangent une certaine sorte de feuilles pendant des années. Elle a étudié les générations. Elle a pris un individu sain de la deuxième génération. Elle a fait fertiliser un papillon déjà. Enfin, elle a fait toutes sortes de 4 ou 5 combinaisons. Et elle est arrivée au fait que, si on voit les photos, au bout de 2 ou 3 générations, tu as toutes sortes d'erreurs génétiques incroyables, des ailes qui sont déformées au nombre de pattes, les yeux qui sont comme ci, comme ça. Enfin, vraiment, c'est effrayant. Et cette étude-là a été faite à l'intérieur d'une université par des professionnels. Donc, elle est irréfutable d'un point de vue scientifique, alors que beaucoup des études épidémiologiques qui ont été faites autour de Tchernobyl ont été contestées par le monde scientifique sous prétexte que quand on fait une étude épidémiologique, il faut avoir à côté des étalons de gens qui ne sont pas malades et voir comment tout ça évolue. Alors, quand il s'agit des hommes, c'est très compliqué, d'autant plus que souvent, les universités en Biélorussie, en Ukraine, n'ont pas beaucoup d'argent pour faire tout ça. Et donc, ils étudient simplement les malades, et non pas à côté la même quantité de personnes qui vivent le même genre de vie, qui ne boivent pas d'alcool, qui ne fument pas, etc. C'est très compliqué. Donc ces études qui ont été faites autour de Tchernobyl n'ont pas été reconnues pour la plupart par leurs pairs, enfin les pairs PAIRS, scientifiques internationaux. Ce qui est un autre scandale. Voilà. Mais cette étude de cette femme, donc cette japonaise qui a fait cette étude sur les papillons bleus, je crois qu'elle est vraiment irréfutable. Et il y a un autre professeur qui est venu aussi nous parler justement des plantes qui ont des aberrations incroyables autour de Fukushima. Elles vont de travers, enfin, des fleurs qui ont plus de feu. Enfin, un nombre de pétales irréguliers, enfin, c'est incroyable. Et tout ça, ça arrive chez les hommes. Et un autre professeur qui est venu nous parler a pu trouver un peu d'argent pour faire une étude sur les grossesses et les naissances dans une région d'Ukraine qui n'est pas loin de Tchernobyl et où la population est très stable. Parce qu'évidemment, si les gens s'en vont, etc., ça fausse les calculs. Et il y a un nombre de fausses couches et d'enfants qui sont anormaux, qui ont des choses. Je ne vais pas te montrer les photos. Et ça, c'est en ce moment, c'est 30 ans après, ça continue. Voilà, je crois que sur tout ça, je te dirais que qu'est-ce qu'on peut dire de positif? Oui, justement, je voulais terminer cet entretien par l'émission tout au long, en fait, est une sorte de coup de gueule, hein, finalement. Mais après toutes ces années, est-ce qu'il y a quand même des raisons d'espérer ou est-ce qu'il y a des sources de joie? Mais oui, il y a des raisons d'espérer. Par exemple, on cite beaucoup en ce moment le film Demain, qui fait un tabac. Ça, c'est fantastique, parce que ce film montre qu'il y a d'autres solutions que l'énergie nucléaire. Il y a des endroits fantastiques. Au Danemark, par exemple, en Allemagne aussi, je crois que c'est en Allemagne, il y a une commune qui a décidé, nous, on n'a que de l'énergie renouvelable. Et on s'en sort très bien. Et ils ont fait toutes sortes de choses. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais enfin, il y a de l'énergie éolienne, il y a les panneaux solaires, il y a la biomasse, enfin,
Et il y a aussi des récupérations. Si tu as une fabrique, même une boulangerie, tu peux récupérer la chaleur, la faire passer ailleurs. Il y a des tas de trucs. Et il suffit de vouloir. Et donc c'est possible. Et je crois que les jeunes sont finalement assez sensibles à ça. Et quand on voit, comme ce film qui ne parle pas que de ça, il parle de la finance, il parle de beaucoup de choses. Mais quand on voit, moi je crois que notre génération et peut-être celle de nos enfants, et je blâme beaucoup justement les politiciens et tout ça, et même les scientifiques. Mais je pense que les jeunes, eux, ont un sens plus vif du dépérissement de l'environnement et de leur propre santé. Et je pense que là, il y a à faire. C'est pour ça qu'il faut continuer, quoi. Merci pour ce mot optimiste.